Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans cette série de podcasts sur la QVCT, on s'interroge sur les conditions de travail et l'état de santé des salariés. Depuis plus d'un siècle, la médecine du travail est au chevet des travailleurs français, mais elle n'a toujours pas trouvé le remède. Des troubles musculo-squelettiques à la QVCT, en passant par les risques psychosociaux et la création du Code du travail en 1910, la prise en compte de la santé des salariés est passée d'une gestion paternaliste à un encadrement juridique. D'abord avec la création d'un des premiers services de médecine du travail centrés sur les soins d'urgence dans les années 1920, puis 10 ans plus tard par l'inauguration du premier institut universitaire de médecine du travail à Lyon. Plus récemment, en 1982, la mise en place de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a précédé l'instauration d'une obligation de moyens pour les employeurs de protéger la sécurité, la santé physique et la santé mentale des travailleurs. Une histoire dont notre invitée du jour, Marie-Christine Marié, a été en partie témoin. Cela fait près de 40 ans que vous travaillez dans les entreprises, d'abord en tant que médecin du travail, puis en tant que médecin inspecteur du travail. Aujourd'hui, vous faites de la prévention sur les risques sociaux en entreprise. Marie-Christine Marié, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Bonjour, merci à vous. Alors aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques et la dépression sont en tête des troubles de santé identifiés par la médecine du travail. Quel constat dressez-vous concernant l'évolution de la santé des travailleurs ? Alors la santé des travailleurs n'a malheureusement pas beaucoup évolué ni progressé. Et bien au contraire, on met encore plus en évidence un certain nombre de pathologies qui sont liées soit à des problèmes comme vous avez évoqué, les troubles musculo-squelettiques, des problèmes de risque physique. Mais n'oublions pas aussi les risques chimiques qui sont toujours très nombreux, les risques biologiques. Là, on l'a vu avec l'épisode Covid. Et c'est vrai que les risques psychosociaux, comme vous les avez évoqués, ont beaucoup monté et sont devenus officiels depuis les années 2000. Et malheureusement, avec l'apparition en entreprise des suicides, ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour les médecins du travail, pour la santé au travail, jusqu'à cette époque, jusqu'à maintenant, les entreprises se sont surtout occupées des conséquences sur la santé et attendaient vraiment qu'il y ait une pathologie ou une maladie et que les médecins du travail doivent éventuellement acter une inaptitude ou enlever un salarié du poste, ou la sécurité sociale de reconnaître une maladie professionnelle ou un accident du travail grave. Or, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est plutôt de la prévention, être le plus en amont possible. Et comme vous l'avez dit aussi dans votre introduction, cette obligation de protéger la santé d'abord physique, puis mentale après dans les années 2000, et l'obligation de protéger la santé, même si c'est apparu et officialisé depuis 1980, on s'aperçoit qu'il a fallu attendre beaucoup plus long pour que les entreprises soient le plus en amont possible et analysent les causes plutôt que d'analyser les conséquences. Selon le 42e Observatoire de l'absentéisme d'AXA France, la fréquence des arrêts maladie a augmenté depuis quelques années. L'assurance note une augmentation des arrêts maladie pour troubles psychologiques qui sont devenus la première cause des arrêts de longue durée. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez ou que vous avez observé ces dernières années ? Bien sûr. Moi, j'ai animé pendant 20 ans une consultation spécialisée en pathologie professionnelle à la PHP, où elle a ouvert en 1998, où on était au tout début, où on s'apercevait qu'on pouvait souffrir au travail. Jusqu'à cette époque-là, quelqu'un qui se sentait en difficulté, qui était en souffrance, c'était obligatoirement quelqu'un de fragile, quelqu'un qui avait des problèmes perso. Or là, on s'est aperçu que ça pouvait être aussi le lien entre le pro et le perso, et aussi beaucoup le professionnel. Et c'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, les suicides en entreprise, Renault, France Télécom, qui ont mis ça en évidence et qui ont fait que maintenant, on n'hésite plus à dire à son médecin du travail, à son médecin traitant, à son entreprise, oui, je suis en mal-être. Oui, j'ai eu une dépression qui était liée au travail. Oui, je fais et maintenant un burn-out. Ou j'ai eu un stress post-traumatique parce que j'ai vu mon collègue qui s'est fait attaquer sur le lieu de travail. Donc, les problèmes de santé mentale, on en parle beaucoup. D'ailleurs, il y a eu des observatoires de santé mentale. On l'a toujours vu en entreprise, mais maintenant, c'est pris en compte. Pas suffisamment peut-être, mais c'est vraiment une vraie montée et avec ces affections longue durée de plus en plus présentes. Également, et ce qui n'est toujours pas reconnu, c'est une maladie professionnelle
qui seraient de troubles psychologiques en lien. Vous savez que c'est toujours pas sur les tableaux de maladies professionnelles. C'est un long chemin difficile. C'est un peu plus facile pour des accidents de travail et du stress post-traumatique lié à un traumatisme survenu sur le lieu de travail. Mais c'est quelque chose qui monte et qui est éminemment présent. Si vous interrogez un médecin généraliste, il vous dira que pratiquement un patient sur 2 en âge de travailler évoque ça, évoque son mal-être, évoque ses difficultés, évoque ses troubles du sommeil, évoque des troubles anxieux. Quand j'arrive sur le lieu de travail, j'ai la boule au ventre, des choses comme ça. Maintenant, on n'hésite pas à le dire. Donc une libération de la parole, notamment face au milieu médical. Est-ce que ces chiffres, cette augmentation des arrêts maladie enregistrés notamment par l'Observatoire de l'absentéisme, traduisent une réelle augmentation de la souffrance ou alors plutôt, comme vous le disiez, une augmentation de leur prise en charge ? Je pense les deux. Il y a une vraie augmentation de la souffrance qui est liée pas seulement qu'à la surcharge de travail ou à la perte de collectif, qui est liée aussi à ce qu'on rencontre quotidiennement dans les entreprises, à la perte de sens. Très souvent, maintenant, les personnes nous disent « mais ça n'a plus de sens ce que je fais, je ne m'y reconnais pas ». Alors qu'on soit un travailleur bien habitué à son travail avec une compétence spécifique ou qu'on soit un travailleur plus largement sur des métiers transverses, la perte de sens est vraiment quelque chose qu'on observe d'une façon globale et ça, c'est très difficile à soigner. Parmi les causes aussi, on entend de plus en plus parler d'une augmentation de la charge de travail. Qu'en est-il réellement ? Alors, je pense que la charge a effectivement augmenté, mais je pense que c'est plutôt la complexité du travail. Avec le fait de devoir changer souvent de procédure, devoir faire plusieurs postes. Vous savez, on demande de plus en plus aux personnes à être multicompétents. C'est rajouter à ça maintenant tout ce qui est autour du télétravail lorsque c'est possible. Donc la perte du collectif, la perte de repères. Je pense que c'est vraiment ça qui a complexifié et qui fait qu'on a l'impression d'être plus sous le poids du travail. C'est pas tellement la charge, parce que nous les humains, vous l'avez peut-être remarqué, on arrive à gérer la charge. On est des bêtes de somme lorsque ça nous plaît. Lorsqu'on a du sens dans notre travail et on pourra en parler aussi de la reconnaissance dans notre travail. Mais si on n'a pas de sens, si on n'a pas de marge de manœuvre, si on n'a pas de reconnaissance, alors là, le poids est lourd sur les épaules. Et notamment, ça entraîne des maux de dos, des maux de tête, des maladies cardiovasculaires et puis, bien sûr, des problématiques de santé mentale. J'ai un chiffre. Oui. Selon l'APEC, en 2022, un cadre sur 5 estime que sa santé mentale s'est dégradée ces 2 dernières années. En cause, l'hyperconnexion, le sentiment d'isolement, la démotivation, sûrement aussi ce dont vous parliez, peut-être la perte de sens. Selon vous, quelles sont les causes de cette lente dégradation de la santé mentale des travailleurs ? Je pense que ce qui est vraiment, et notamment pour les cadres, c'est vraiment la perte des collectifs de travail. On en parle beaucoup pour des emplois plus de technicité, mais si un manager ne peut pas parler avec un autre de son métier de manager ou n'a pas suffisamment de temps pour manager, pour être avec son équipe, pour l'aider à progresser, s'il est uniquement dans le résultat qu'on lui impose de faire lui et de faire son équipe, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, il perd le fil, et pour lui et pour son équipe, et c'est comme ça qu'il se sent en mal-être, en difficulté. Et du coup, quel est le rôle de ce manager dans ces nouvelles organisations du travail ? Alors ça, c'est très difficile. Les managers, pendant très longtemps, on disait les managers doivent être un peu des coachs, ils doivent être dans la bienveillance, dans l'accompagnement de leur équipe. Alors ce mot de bienveillance est maintenant galvaudé, on en parle dans toutes les entreprises. Or, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout présente. Et que les managers, ce qui nous remonte à nous, préventeurs, c'est le fait que justement, ils n'ont pas le temps de manager. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont pris dans des contraintes au-dessus, des contraintes en dessous. Ils ont des objectifs qui sont souvent compliqués. Et puis aussi, les relations de travail sont de plus en plus difficiles. Vous avez dû le remarquer. La violence, les tensions, le déni, mais aussi le fait de dénoncer un ou l'autre. Ils doivent gérer tous ces conflits et ils ne sont pas toujours armés, entre guillemets, j'ose prendre le mot, pour gérer tout ça en plus de leurs propres tâches.
Et c'est vraiment ça qui les rend le plus en difficulté. Alors pour certains, eh bien, ils essayent de le faire au point où ils en arrivent à l'épuisement. Et pour d'autres, ils ont abandonné. Et c'est là qu'on voit dans beaucoup d'audits qu'on fait, manque de courage managérial, manque d'exemplarité managériale. Et quand on les interroge, ils nous disent « mais on n'avait pas le temps » ou « on ne nous avait pas suffisamment donné d'outils ou de formation pour aller gérer des conflits de plus en plus difficiles ou tout en respectant nos objectifs qui changent d'une semaine à l'autre avec de l'absentéisme. Comment est-ce qu'on fait lorsque dans notre équipe il y a de l'absentéisme important alors qu'on sait que ces absentéismes courts, perlés, répétés sont des signaux de risques psychosociaux. Maintenant, ils ont très souvent, les managers, dans leurs objectifs, des indicateurs par rapport à l'absentéisme de leur équipe, par rapport à comment ils gèrent leur équipe. Donc, vous imaginez, eux aussi, c'est de plus en plus compliqué. Alors, il y a une autre population aussi qui semble particulièrement souffrir des conditions de travail. Ce sont les jeunes qui sont particulièrement touchés par les pathologies mentales. C'est le baromètre de Malakoff Humanis qui le dit. Chez les 18-34 ans, les arrêts liés à la souffrance au travail ont bondi de 9% environ en 2016 à 19% en 2022. Comment expliquer cette santé mentale plus fragile chez les moins de 35 ans ? Alors, je ne parlerai pas de fragilité. Je parlerai que le curseur est différent chez les plus jeunes. Déjà, par rapport à l'appropriation du travail, par rapport à l'adaptabilité par rapport au travail, les générations jeunes, depuis les milléniums, n'ont pas le même sens du travail, n'ont pas le même engagement du travail. Et ce qui est très bien, puisque pour eux, leur qualité de vie est importante. Donc, s'ils ont plus de latitude autour de l'organisation qu'ils peuvent faire dans leur travail par rapport à leur déconnexion, par rapport à leur vie pro et leur vie perso, c'est là que lorsque des générations plus anciennes toléraient ou s'adaptaient ou se disaient « j'ai pas le choix », maintenant, eux, ils disent « si, j'ai le choix ». Alors, soit ils ont un choix vraiment avéré et ils préfèrent partir, c'est ce qu'on voit, nous, dans toutes les grandes entreprises dans lesquelles on travaille, où ils n'arrivent pas à garder les jeunes, des jeunes surdiplômés, où ils n'hésitent pas à changer parce que, eh bien justement, c'est leur vie propre qui compte. Et s'ils ne se réalisent pas dans le travail, eh bien, ils préfèrent changer. Et ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité, eh bien, ils craquent plus vite parce qu'ils n'hésitent pas à en parler. Dans le livre de Suzy Canivinck, j'ai pu relever quelques éléments comme des conditions d'entrée sur le marché du travail qui sont assez difficiles avec des contrats précaires de longue durée, toujours un fort présentéisme qui est un peu en inadéquation avec cette balance vie pro, vie perso qui est très importante pour elle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué et est-ce que pour vous, ça a aussi un impact sur la santé mentale des plus jeunes ? Tout à fait, mais c'est plus anecdotique, j'oserais dire. C'est moins présent ou peut-être que je ne suis pas dans ces classes d'âge telles que vous parlez. Le présentéisme chez les jeunes, je l'observe peu. Ce qu'on observe vraiment, c'est cette remise en question qu'ils ont très rapidement. Ils ne rentrent pas dans une entreprise pour faire carrière. Ils n'hésitent pas à changer de métier, ils n'hésitent pas à changer de région, ils n'hésitent pas à se remettre en question. Et tout ça, quand on n'a pas la possibilité de le faire, c'est là qu'on est en difficulté. Pour moi, c'est aussi une question de l'emploi qui a éclipsé pendant un petit moment celle du travail. On ne regardait pas tant la qualité du travail, pourvu qu'on en ait un et pourvu qu'on le garde. Ce paradigme, aujourd'hui, il a changé. C'est ce que vous nous dites, notamment chez les jeunes. Est-ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire, finalement ? C'est ni le meilleur ni le pire. Comme vous dites, le paradigme a changé. Maintenant, on a la possibilité de se sentir bien dans son travail. Pas pour tous, malheureusement. Vous connaissez les emplois précaires où ils n'ont pas le choix. On l'a vu récemment, je ne veux pas faire de pub, mais dans le film de Ruffin, il le montre très bien. Le fait que ces personnes qui n'ont pas le choix à cause de région, à cause de manque de compétences, manque de formation, on n'a pas toujours le choix de choisir son emploi. Mais néanmoins, on est maintenant en capacité de pouvoir dire « je ne suis pas bien dans mon travail ». Et ça, c'est bien. C'est pour ça aussi que, attention à toutes ces politiques de qualité de vie au travail.
c'est souvent un petit peu artificiel, hein. Ce qui compte, c'est vraiment la qualité du travail qu'on fait. Comment je vais pouvoir le faire. Que ce soit un emploi hyper manuel, un emploi même hyper simple, hein, c'est pouvoir le faire bien et le faire avec passion. Parce que vous savez, on se construit, notre personnalité se construit dans le travail. Et si on n'a pas cette possibilité, parfois on est obligé de le garder parce qu'il nous faut un salaire à la fin du mois, il faut garder l'emploi, mais c'est aussi important de pouvoir l'exprimer. Vous parlez donc de ces politiques de qualité de vie au travail. C'est en effet de plus en plus présent chez les entreprises. Le phénomène a pris une telle ampleur que ces dernières multiplient des discours en faveur d'une meilleure prise en compte de ce qu'on appelle la QVCT. Mais ont-elles les outils pour faire face à ces nouveaux défis ? Alors il y a les outils, mais il y a aussi les budgets. Parce que moi, ce que j'observe dans les entreprises, c'est que très souvent, certes, ils ont fait des belles affiches, ils ont mis des baby-foot, ils ont embauché des personnes référents QVCT, mais si la personne en face n'a pas le budget pour pouvoir faire des choses, ça va être uniquement des choses cosmétiques. Mais ce qui compte surtout, c'est la qualité du travail, le fait que le travail réel qu'on a nous permet de nous réaliser. C'est ça qui est important. Alors, les conditions de travail, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les relations de travail. Nous, on va dans des entreprises qui ont des organisations du travail, des conditions de travail exceptionnelles, mais où les personnes ne se parlent pas. Tout est hyper individualisé. Et ils sont toujours en train de se comparer les uns les autres. Ils sont en compète, excusez-moi le terme, les uns vis-à-vis des autres. Et ils ont beau avoir des conditions de travail exceptionnelles. Moi, je ne les considère pas en QVT. Et pourtant, légalement, elles sont quand même contraintes, elles ont un cadre. Il a été construit notamment en 1982-1993. Quelles ont été les dernières lois et les dernières mesures applicables aux entreprises ? Alors, les entreprises ont maintenant l'obligation de négocier sur la QVT. Hein. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que très souvent, ils ne sont pas allés à fond. Ils avaient beaucoup négocié sur les accords stress, harcèlement, violence, hein, mais ils ne l'ont pas remis sur le tapis. Donc alors que la jurisprudence et la législation évoluent beaucoup, nous, ce qu'on observe, c'est que très souvent, on est sur des notions individualisées, individuelles. On reste encore dans cet ancien paradigme que c'est des personnes fragiles. Alors que, en fait, pour arriver à faire comprendre à une entreprise que c'est l'organisation du travail, les procédures qui s'ajoutent les unes aux autres, je pense à une autre entreprise où avant, quand on voulait déplacer un boulon, il fallait une signature, maintenant il faut 8 signatures. Donc ça entrave la liberté, la latitude du travail, vous voyez. Et tout ça, eh bien, ça joue et c'est ça qui entraîne de la souffrance au travail. Avec pourtant un niveau de richesse élevé et des institutions du marché du travail plutôt protectrices à l'échelle de l'Europe, la France paraît en décalage dans la prise en compte et la prise en charge de la santé des salariés. Comment l'expliquer ? Comment l'expliquer ? L'expliquer, c'est que, eh bien, il y a eu la réforme, vous savez, les CHSCT avec les CSE. Il y a de moins en moins, sauf dans certaines entreprises où les CSE, les institutions représentatives du personnel, sont très fortes. Mais sinon, il y a souvent une individualisation, un manque de poids, un manque d'écoute. Hein, et le vrai dialogue social, moi, ce que je m'aperçois dans la majorité des entreprises, c'est qu'il diminue peu à peu. Pourquoi ? C'est pas qu'ils sont pas présents, c'est que le poids du productivisme est de plus en plus fort. Et donc, faire le point entre les deux, c'est compliqué. Pourtant, il y a quand même certaines entreprises qui tentent de trouver des solutions à tous ces problèmes à travers la mise en place de congés spécifiques dédiés à la parentalité ou aux aidants, l'adoption de règles de réunion plus strictes, voire même l'instauration de la semaine de 4 jours. Est-ce que pour vous, ce sont des pistes qui vont dans le bon sens ? Oui, bien sûr, ça va dans le bon sens. Encore faut-il qu'il soit réalisable, qu'il soit modulable. On l'a surtout vu avec le télétravail, hein. Avec le télétravail qui a été omniprésent avec le Covid. Maintenant, certains hésitent à revenir, d'autres à revenir en arrière par rapport à ce qui avait été institué. D'autres, au contraire, disent non, il faut être absolument 3 jours. Enfin, vous voyez, tout ça, ça doit être négocié. Et d'où l'importance des instances représentatives du personnel qui, eux, peuvent faire remonter vraiment ce qui est nécessaire. Et
Est-ce que c'est vraiment du progrès ? Oui, ça en est, c'est sûr. Mais encore faut-il qu'il soit remis en question par rapport à justement l'évolution du marché et qu'est-ce qu'on s'aperçoit là depuis 1 an ou 2 ? C'est mises en arrière par rapport à certaines évolutions. Regardez cette grande entreprise qui a décidé de fermer 2 usines où les salariés ne savaient pas et ça leur est tombé dessus. Alors là, la perte de sens, la démotivation, la perte de confiance dans l'entreprise, pour l'ensemble de l'entreprise, elle est totale. Pourtant, c'est une entreprise qui était championne dans les relations sociales. Comme vous avez dit au début, ça fait 40 ans que je travaille en entreprise. J'ai vu vraiment une aide de l'Europe. Mais depuis une dizaine d'années, on a l'impression qu'il y a eu une mainmise de tous les lobbies sur l'Europe qui font que les accords européens, notamment sur la santé au travail et sur les travailleurs, sont beaucoup moins pertinents qu'elles l'étaient auparavant. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant et ça va, pour reboucler avec ce que vous disiez au début, ça ne va pas diminuer les arrêts maladie, etc. Par rapport au travail. Et pour conclure, c'est une question que j'avais déjà posée à notre invité précédent. Est-ce que pour vous, le travail, c'est la santé ? Le travail permet de se construire. Ça devrait être la santé, sauf qu'on s'aperçoit que très souvent, la santé physique, mais maintenant la santé mentale pâtissent du travail mal organisé, du travail où les conditions ne sont pas bonnes, surtout où il y a un manque de reconnaissance symbolique, se dire bonjour le matin, se dire merci, se dire là t'as bien travaillé, ou là on a arrêté ce projet parce que c'est pas que vous avez mal travaillé, c'est que on a décidé autrement. Mais la communication dans l'entreprise ne doit pas être que de la communication cosmétologique, elle doit être une communication participative. Et avec ça, bien sûr, le travail peut permettre de construire et de garder sa santé. Eh bien, merci Marie-Christine Marié pour cette riche discussion. C'était le 2e épisode de notre série de podcasts Studio W dédié à la QVCT. On se retrouve très vite pour un dernier épisode. À bientôt.